Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Samuel de Saint-Laurent. Bonjour Samuel. Bonjour Julien, merci. On va parler donc bien évidemment de gestion locative, c'est une activité que tu as beaucoup développée, un peu aussi des PropTech. J'aime bien aussi te présenter un petit peu comme un serial investisseur, on va voir tout ce que tu as fait. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour nos auditeurs ? En moins de 2 minutes, je vais essayer. Ok. Donc moi, Samuel de Saint-Laurent, j'ai 54 ans, je suis donc serial entrepreneur, c'est effectivement, et serial investisseur. Donc je suis associé avec ma femme chez WeLoge, qui est un réseau monétaire en immobilier. Donc je dis toujours les 3 activités. Là, je m'occupe digital recrutement chez WeLoge. On a une société qui s'appelle WeLoge Gestion qui fait de la gestion locative, beaucoup au service des WeLogeurs. Et j'ai une 3e activité où je fais du BizDev, ce que j'ai toujours fait, mais dans d'autres secteurs d'activité, principalement logiciels et start-up et technologie. Et là, je le fais pour des PropTech. Donc ça, c'est mes 3 activités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel qui t'a amené aujourd'hui à développer ces différentes activités? Comment ça s'est passé? Alors, comment je suis arrivé là? C'est complètement par hasard en fait. Moi j'ai bossé donc mon premier job était dans le monde de l'art. Puis après j'ai quitté le monde de l'art à New York parce que je voulais revenir. Enfin c'était très usant et très dur et enfin à la fois très vibrant mais très dur. Je suis revenu en France et j'ai travaillé dans la smart card, donc carte à puce contact et carte à puce sans contact pendant des années et le logiciel. Donc c'était mes 2 activités pendant 25 ans. J'ai accompagné des boîtes qui sont devenues certains des leaders mondiaux, certains ont été revendus, certains ont été rachetés, etc. Donc ça a été mon job et souvent, le plus souvent en mode BizDev externe, donc directeur commercial externe de ces boîtes. Jusqu'à ce que se passe un événement que tout le monde connaît, qui est 2007-2008, Lehman qui se casse la figure, où tout d'un coup, patatras, je bossais pour un éditeur de logiciels canadien qui me dit « Samuel, on t'aime beaucoup, mais tu nous coûtes très cher. » Donc je développais leur business en Europe. J'étais leur directeur commercial externe et on va servicer l'Europe depuis les États-Unis pour faire des économies. Du coup, je me suis retrouvé sans mes missions. Et là, ma femme... En fait, là, je devais monter un business avec des copains dans le mobilier, design, dans le sud de la France. Et ma femme voulait monter en puissance dans l'immobilier. Elle avait commencé à travailler dans l'immobilier. Et il s'avère qu'elle s'est retrouvée, problème dans sa seconde grossesse. Et j'ai dû faire un choix que d'arrêter, de laisser tomber mon projet d'association avec mes copains. Et je me suis dit, écoute, je vais travailler avec toi. Et j'ai dit, par contre, l'immobilier de transaction, ça m'intéresse moyen. Moi, je veux faire de la gestion locative. Et donc, je les ai démarrés en 2011 à faire de la gestion locative. Je n'y connaissais rien. J'avais racheté Syndic avec un copain une 15aine d'années auparavant pour l'aider à monter un petit groupe. J'ai fait ça pendant 1 an et on a revendu. Mais j'avais pas fait ça, hormis racheter, étudier des boîtes, je connaissais pas. Donc j'ai dû me former. Et en 2011, j'ai démarré avec 0 lot, Transat plus gestion. Et en 2018, j'ai rendu ma gestion locative, j'avais 350 lots. J'avais été administrateur de la FNAIM, donc je m'étais présenté, j'avais été élu. Et j'étais président d'une division de la FNAIM où on faisait de la gestion locative et j'ai même formé tous mes confrères marseillais à la prise du mandat de gestion, au risque, etc. Tu vois, à quel point, quand j'apprends quelque chose, quand je commence à apprendre, je veux... Tu sais, on dit toujours que pour bien apprendre quelque chose, il faut apprendre comme si on devait redonner un cours à quelqu'un derrière. En fait, je m'étais mis dans la peau de quelqu'un qui transmettait, donc je formais mes confrères sur Marseille sur prendre un mandat de gestion, le risque, l'état des lieux. Donc on est une petite unité au sein de la FNAIM et on faisait ça. Donc j'ai fait ça et je l'ai revendu en 2018 quand ma femme a monté WeLoge. Donc on a été d'abord franchisé, mais c'était un pur hasard si tu veux. Alors là, tu expliques que tu avais beaucoup de lots en gestion.
Beaucoup, Comment? pour quelqu'un qui démarre de rien et qui est pas, parce que souvent en C'est gestion vrai. c'est soit des héritiers, soit des rachats comme Foncia, Citia, etc. qui rachètent. Oui, partant de zéro, j'ai été vu à Marseille, ils me voyaient comme quelqu'un de très bizarre parce que je bossais beaucoup et comme j'avais bossé dans le software avant, j'étais très digitalisé. Lorsque j'ai revendu ma gestion, on était chez l'avocat, j'ai donné à mon acquéreur, tiens, un disque dur avec, voilà, ça c'est toute ma gestion locative. Ouais. Il avait accès à tout. Alors avant, il avait importé toute la compta dans sa base. Mais sur un disque dur, il y avait tous les états des lieux, tous les dossiers locataires. Enfin, il y avait tout en fait qui tenait. Alors qu'avant, enfin, c'était à l'époque, c'était encore très papier, c'était un métier très vieillot entre guillemets. Ouais, je Et, comprends. Je comprends. et c'est ça notamment qui m'a, au gré de mes rencontres et de mes recherches d'outils pour devenir meilleur, c'est de là-dedans que j'ai rencontré la PropTech. On va en parler juste après, l'aspect PropTech. Déjà, j'aimerais un petit peu que tu m'expliques, pour la gestion locative, ça m'intéresse beaucoup en tant qu'investisseur, mais de manière personnelle. C'est quoi un peu les secrets pour réussir concernant la gestion locative? La gestion, c'est un peu le métier pauvre. Hein. Quand les gens me disent tu fais de la gestion, en 2018, j'ai dit je vends, j'en ferai plus jamais de ma vie. Et les clients m'ont dit mais monsieur de Saint-Laurent, pourquoi vous vendez? Je leur dis mais attendez, ça allait jamais, je vous payais jamais assez tôt. Vous étiez ah non, vous aimez beaucoup. En fait, j'étais super fort. Enfin, très honnêtement, c'est-à-dire que tu avais un chauffe-eau qui cassait le week-end, je trouvais un plombier qui allait. Moi, étant aussi investisseur, je considère que la vacance locative c'est horrible et je considère qu'il faut il y a pas de, enfin, il est hyper important de prendre les doléances de tes locataires. Donc, il faut être super actif. Et c'est souvent là où le bas blesse chez les syndics et chez les gestionnaires. En fait, ils ne sont pas outillés. On va en venir. Ils n'avaient pas jusqu'à présent encore assez d'outils, pas de moyens, pas la formation ou pas forcément les velléités. Ils étaient en business entrant, si tu veux, comme un commercial automobile. Le client passe la porte de mon agence, il me donne un bien et voilà. Et ils vivaient comme ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. J'ai toujours chassé pour récupérer mes proies, entre guillemets, pour avoir mes mandats. Et j'ai toujours, dans le logiciel, en fait, qui m'a éduqué quelque part et qui m'a beaucoup formé, on utilisait des customer testimonials. C'est-à-dire qu'on utilisait toujours nos clients qui venaient, on faisait des témoignages et nos clients nous servaient. Je me rappelle quand j'étais en 94 chez Computer Associates, qui était à l'époque le second éditeur de logiciels au monde, on sponsorisait une McLaren, donc on allait au Grand Prix de Monaco. Bah là, tu invites tes plus gros clients. Donc, tes plus gros clients, ils vont parler entre eux. Donc, tu as intérêt à être bon, puisque tu avais ton club des users, etc., comme chez SAP, comme chez Microsoft, comme chez Oracle. Tu les fais se rencontrer, tes clients. Donc, ils échangent entre eux. Donc, si tu caches des choses, bah, c'est mal barré. Et c'est tes clients qui vont t'aider à progresser. Parce qu'ils vont dire, bah, tiens là, monsieur, vous pourriez faire ci, ça, ça. Donc, moi, je viens de ce monde-là, de l'ouverture à la transparence, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment le parent pauvre, la gestion. Donc, pourquoi je fais ça? Et je l'ai refait, donc j'avais une clause de non-concurrence, je ne peux pas en faire pendant 5 ans, parce que est arrivée l'inflation, l'Ukraine. Et là, je me suis dit, il faut, nos WeLogers qui vendaient, mandat exclu, ils rentraient un mandat en 1 mois, ils vendaient. Là, les délais de vente se sont rallongés. Donc on a déjà vu ça, post 2007-2008. Nous, quand on a démarré en 2011, c'était un moment de crise, c'était un moment très dur. Donc on n'a pas peur de ça. Mais eux, quand tu démarres, et la plupart des consultants, c'est des reconversions, eh bien, tout d'un coup, ça te fige, quoi. Tu ne sais pas comment faire, comment tu vas réagir. Et là, je me suis dit, bon, on doit refaire de la gestion. Donc, je l'ai fait, mais j'ai dit, par contre, je ne veux pas m'occuper des rapprochements. Donc, j'ai trouvé à Bordeaux un centre qui me fait ma gestion, qui est super structuré. Je ne veux pas m'occuper de recruter du people. Moi, je veux être dans ma zone de génie, la relation propriétaire, ce que je fais aujourd'hui. Donc, même eux, à Bordeaux, ils me disent, Samuel, tu n'es pas obligé de gérer tes propriétaires. Je dis, je le fais parce que j'aime bien. Donc, j'ai récupéré des lots comme ça et les gens me voient comme un fou. Donc, comment faire ? Il n'y a pas de secret, il faut mettre les mains dans le cambouis avant de déléguer. Il faut vraiment veiller au grain parce que ça peut très vite monter comme très vite. Donc, il faut être présent. C'est un parent pauvre, mais c'est super utile quand tu as une agence, que tu fais de la transaction, de la location, que tu fais d'autres métiers, même du marchand. Parce que si tu as 20, 25 lots, toi, tu peux te permettre de t'auto-assurer. Ce n'est pas forcément nécessaire de mettre mais il faudra quand même quittancer. Donc, qui va le faire pour toi? Donc, tu n'auras pas vraiment. C'est bon. Mais pour quelqu'un qui a 1, 2, 3, 4 lots, tu es obligé d'avoir une GLI, donc garantie des loyers impayés. Si tu démarres, que tu te prends un impayé, ça va te casser la figure de tes business plans pour tes prochaines acquisitions. Donc en fait, quelque part, ton agence immobilière doit être ton allié. Donc tu ne peux pas omettre de passer par un administrateur de biens.
Et si tu prends le premier qui arrive ou le moins cher que tu vois, vacances locatives, risques, etc., impayés, etc. Donc tu dois chercher sur Google. Moi j'ai des gens, parfois je reçois des messages WhatsApp. Monsieur de Saint-Laurent, j'ai un lot, je ne sais pas où. Là j'ai Virginie à Lyon qui va voir quelqu'un sur Villeurbanne. Je reçois un WhatsApp. Pourriez-vous m'appeler concernant la gestion? Je me dis, mais moi le premier truc que je fais, je l'appelle comment vous m'avez trouvé. Donc on l'a dit tout à l'heure, on habite en Espagne. Mon siège est à Bordeaux. Et Willoge est né à Marseille. Comment est-ce qu'un bonhomme de Lyon vient me trouver? Je suis allé sur Google, j'ai vu vos avis, etc. J'ai envie de bosser avec vous. Tu dis, mais attendez, t'as pas assez de régie, d'agence, de syndic ou de gestion sur Lyon. Qu'est-ce qui vient me trouver moi? J'étais, je te promets, j'étais. Ouais. Mais en fait, ça veut dire je leur dis, mais c'est génial. Et moi, je passe beaucoup de temps au préalable à la rentrée dans mon mandat de gestion avec mes propriétaires pour leur expliquer les enjeux, les risques. Et je dis tout le temps, tu signes un mandat avec un agent immobilier, un mandat exclusif ou simple, peu importe. Il signe un compromis. L'acquéreur n'a pas son prêt. Tu n'as pas donné tes clés, tu as encore tes clés d'appartement. Tu signes un mandat de gestion avec un gestionnaire qui met en place un locataire. Le locataire ne paye pas. Et pour toutes sortes de raisons, il dit « Ah, monsieur, j'ai oublié, la GLI, ça ne marche pas, etc. Vous n'êtes pas payé, etc. » Tu peux pas tu sais ce que c'est qu'aujourd'hui la politique, comment on protège les locataires. Tu ne peux pas mettre dehors ton locataire pendant 2 ans. Tu as un crédit, donc c'est une catastrophe. Donc en fait, une mauvaise gestion, c'est catastrophique. Un agent immobilier qui commet une erreur ou qui est mauvais, c'est moins catastrophique en fait. Ça se récupère. Tu auras perdu 3 à 6 mois. Mais là, c'est 2 ans de loyer impayé, plus potentiellement des dégradations. Enfin, et puis ça te dégoûte de l'immobilier en fait. Donc, or, en fait, on en parlera, les Français sont hyper attachés à l'immobilier. Ah, bien sûr. Donc la gestion... pour les parents pauvres, mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais c'est comme le syndic, c'est un métier qui est détesté, mais c'est hyper important, le syndic. Un bon syndic, il te maintient un immeuble en bon état. Ah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais bien aussi avoir ton retour aussi avec un œil extérieur, parce que maintenant, vu que tu n'es pas forcément tout le temps en France, comment tu perçois aussi notamment la réglementation par rapport à ça? En France, on a l'impression que notamment le locataire, il a presque plus de droits, tu vois, que le propriétaire. Moi, j'ai parfois un peu de mal à me rendre compte comment ça se fait en fait que les gens se tournent encore vers ça, alors que si tu as un souci, si quelqu'un connaît bien la réglementation, tu l'as un peu dans l'os. C'est catastrophique. En fait, moi je dis tout le temps, on a des juges qui sont très défense du locataire. Et c'est vraiment, je dis souvent très à gauche, enfin après, c'est pas une histoire de politique, mais globalement, on a des juges qui pensent le propriétaire, c'est un riche, alors que tout le monde doit investir dans l'immobilier. Pour moi, il n'y a pas de débat, les retraites, elles ne vont pas exister. Donc, il n'y a pas d'autre... Il faut avoir panaché son portefeuille, c'est un autre débat, mais ceci dit, tu dois avoir dans ton portefeuille patrimonial de l'immobilier. Donc en fait, le jour où toi, propriétaire, tu te retrouves dans ce cas-là, tu vas être passablement énervé. Et oui, il faut considérer, prendre les doléances des locataires, bien s'occuper d'eux, les loger dans des logements décents. Et ça, je suis intraitable là-dessus, c'est-à-dire que moins de soucis électriques, à peine si je demande, quand il y a un souci sur un diag électrique, à peine je demande l'avis du propriétaire, moi j'envoie tout de suite un électricien. Je ne rigole pas avec ça. Souci de plomberie, danger, etc. Il ne faut pas rigoler. Mais par contre, le locataire, on n'est pas là pour... moi je les passe tous en assurance des loyers impayés et ça m'agace passablement. Et en fait, on a mal éduqué les... Moi j'ai eu des locataires qui m'ont dit dans le passé, donnez-moi les coordonnées de votre assurance, je vais m'arranger avec eux pour le paiement. J'en dis, mais vous croyez quoi? L'assurance est une entreprise privée. Vous croyez ils sont pas là pour vous... ils vont peut-être essayer de discuter, mais derrière, vous ne payez pas, ils vont vous mettre dehors. Ouais. Donc en fait, on a vraiment un problème d'éducation par rapport à ça et de respect. Et est-ce que c'est pareil en Espagne? J'ai pas encore assez d'expérience. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus respectueux, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a un très... moi, je me rends compte qu'il y a un très fort aspect des traditions. Après, au niveau des agents immobiliers, je t'avoue qu'au niveau des normes, etc., c'est un peu plus léger, entre guillemets, quoi. C'est encore un peu léger. Mais, par contre, j'ai l'impression qu'il y a plus de respect par rapport à ça.
D'accord, ok. On a quand même un peu plus de respect, on a une police qui est plus présente, voilà, c'est ce que je constate. Après, je ne suis pas encore rentré dans les détails de tout ça. Quoi. Tu vas voir un peu. T'inquiète, j'ai déjà Bon. constitué un petit WhatsApp à Jean Imbo, etc. Oui, bien sûr. Bon, super. Parlons maintenant aussi de ton arrivée sur l'aspect PropTech. Comment tu as décidé d'élargir un peu ton horizon et de structurer aussi plusieurs entreprises, il me semble, aussi sur ce domaine? Alors, moi, je dirais moi et nous, parce qu'avec ma femme, on est tous les deux. Toi, tu fais tout avec ta femme? Enfin, non, je ne fais pas tout avec ma femme. Je suis associé avec elle chez WeLoge. D'accord. En fait, je m'occupe du digital recrutement. Elle, c'est la carte T. Oui. Elle a aussi une autre activité. Elle fait du coaching. Tu vois, on a chacun. En fait, on est deux insatiables curieux. Okay. En fait, tu vois, le soir, on dîne. Ouais. Les enfants vont se coucher ou vont bosser dans leur chambre. Et nous, on continue de bosser le soir. Mais moi, même avant de la connaître, je faisais ça. C'est-à-dire, je bossais le matin sur l'Asie, la journée sur l'Europe, le soir sur les US. J'ai considéré que c'était une chance d'avoir des boîtes qui m'envoyaient aux États-Unis, qui me permettaient de voyager à travers le monde, de rencontrer différentes cultures. C'était un honneur, donc je devais leur faire honneur et bosser. J'ai toujours bossé, même salarié, comme un associé. Je suis toujours bougé comme un malade. Donc, je suis arrivé. En fait, on avait un logiciel de rédaction de compromis qui s'appelle MyNotary. Et un jour, je vais les voir, puis je vois un logo French PropTech sur une de leurs présentations. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne connais pas. Comme je suis curieux, je vais gratter, je tape le nom sur mon navigateur, puis une fois sorti de la réunion, je me renseigne. Je candidate pour adhérer à la French PropTech, donc nous WeLoge, sachant que légitimité, c'est faut faire du digital dans l'immobilier et un changement d'usage. Donc je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais nous, on a développé du logiciel pour gérer nos mandataires, donc on a été adhérents. Puis je me dis, mais c'est intéressant. Puis je me retrouve, on est 2 ambassadeurs dans le sud, puis mon co-ambassadeur qui est sur Nice vend sa boîte à Septéo, donc je me retrouve tout seul. Et je me dis, tiens, il faut que tu te bouges. Et en fait, dans ma jeunesse, j'ai toujours été CJD, puis UPE, adhérent, puis FNAIM. J'ai toujours été militant pour me former et puis pour rencontrer mes pairs dans mon secteur. Quoi. La FNAIM, j'ai rencontré tiens, j'ai un problème de gestion, j'ai un problème etc. C'est quand même bien de connaître tes copains, collègues qui sont concurrents quelque part, mais qui sont aussi, c'est hyper intéressant d'échanger. Tiens, le marché, c'est dur, qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'écosystème qui échange au niveau de la data, qui trouve des solutions digitales pour améliorer le métier. C'est un métier quand même hyper poussiéreux. Enfin, en 30 ans, il y a eu quoi? Il y a eu les passerelles immobilières qui sont arrivées, Sologer, Le Bon Coin, Logikimo. Tu as eu, oui, certes, il y a eu maintenant MyNotary qui est arrivé pour la rédaction de compromis. Tu as Meilleur Agent qui est arrivé. Moi, je n'ai pas trouvé du tout ça révolutionnaire. C'était révolutionnaire pour eux parce que c'était la cash machine pour les agences. Moi, j'étais hyper révolté contre eux. Mais ça n'a pas changé. À part ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, il est en train de se passer un phénomène où c'est juste exceptionnel. Là, au niveau transaction, il y a beaucoup de solutions qui sont arrivées. Et au niveau gestion, je pense qu'il y a pas mal... les 10 dernières années, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans la transa. Et je pense que là, dans les 10 dernières années, c'est au niveau ADB. ADB, j'entends dans l'administration de biens, donc j'entends syndic et gestion. Et c'est là qu'il va se passer des choses. Donc, je suis allé à l'encontre de cet assaut, je suis devenu adhérent. Puis un jour, j'ai candidaté, comme pour la FNAIM, pour devenir ambassadeur. Maintenant, je suis au bureau. Et en fait, je me rends compte, alors on est une toute petite association avec des faibles moyens, mais c'est hyper... ce qu'a insufflé Pierre Leroy quand il a monté l'assaut en disant, nous, on veut fédérer les acteurs du logement, mais c'est de la recherche foncière, c'est hyper large le scope, tu vas de la recherche foncière, construction, promotion, transaction, gestion du bâtiment, revente, donc vente ancienne, vente neuve, etc. Mais même tout l'aménagement, on a Euroméditerranée, Nantes, tu as des aménageurs, tu as des promoteurs, on a tout ce type de partenaires, des bailleurs HLM qui sont hyper... Les bailleurs HLM, pour te donner un exemple, tu te rends compte qu'ils ont les mêmes problèmes que nous au niveau de la transaction, que les promoteurs. Ils disent, on a envie de bosser, de digitaliser, on a envie de bosser avec des PropTech, mais on a hyper peur parce que c'est des petites boîtes, si ça se trouve dans 3 mois, elles ne sont plus là. Les startups, elles ont envie de bosser avec eux, mais ils se disent, leur temps de cycle, eux, c'est 3 ans de temps de décision, quand nous, si on n'a pas vendu dans 3 mois à 6 mois, on n'est plus là. Et en fait, nous, on va fédérer tout ça, faire en sorte que la mayonnaise prenne, et aider, pas être caution morale, mais en gros, voilà. Après, on a un problème fondamental de financement des startups avec un gouvernement qui ne comprend rien, qui ne s'intéresse pas du tout au logement et qui change, il y a très peu de lisibilité. Donc ça, c'est aussi compliqué. Donc il faut que nous,
entrepreneurs, on se fédère entre nous pour se passer le bon mot entre tiens, il y a tel business, tu peux aller là, il y a tel financeur, c'est lui, etc., etc. Mais là, ce que tu dis sur est-ce que c'est bien une branche de la French Tech? Non, c'est pas du tout. La French Tech a essayé de nous. Donc la French PropTech, pour moi, au premier abord, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. La French PropTech, on est une association indépendante, née à Nantes, née de 2 personnes. Enfin, c'est Pierre Leroy qui est basé à Nantes, qui a gagné un concours de start-up. La ville de Nantes est venue le chercher en lui disant Monsieur Leroy, vous êtes smart, en gros, bâtissez-nous un bâtiment PropTech. Il dit mais avec quel argent? On vous trouve une banque. Avec quel terrain? On vous trouve le terrain. Donc sur l'île de Nantes, ils ont trouvé un terrain. Il a fait un bâtiment PropTech où tu as des start-up, de l'habitant, du commerce, du parking. Et en gros, tu peux tester tes innovations. C'est hyper intéressant. C'est le bâtiment unique à Nantes. Et il y a Michael Lalande qui est à Montpellier, qui lui a idéaliste. Donc ils ont monté ça. Et puis on a Jean-Philippe Muriot de ImoAdvisor, tu as Jeanne Massa. Enfin, il y a plusieurs membres fondateurs. Aujourd'hui, là, on est en train de refaire ça. Enfin, on va réélire un bureau. Ce qui se passe de très intéressant, c'est que depuis 4 ans, Pierre milite pour que la FNAIM lance un fonds d'investissement pour financer les PropTech. Et là, c'est en train d'arriver en juin. Donc, je ne dévoile pas je ne sais pas quand on va sortir l'épisode. Mais en fait, la FNAIM lance un fonds d'investissement. D'accord. Et pour candidater en tant que start-up à ce fonds d'investissement, donc pour être financé par la FNAIM, il faut être adhérent de la French PropTech. Et en fait, les investisseurs vont ni plus ni moins être que les adhérents de la FNAIM qui vont dire tiens, moi j'aimerais bien changer mon logiciel de gestion ou avoir plus d'outils IA, etc. Tiens, je vais financer telle boîte. Et ils vont mettre de l'argent dans Propulse, donc ce fonds d'investissement qui s'appelle Propulse. En gros, nous, on va être force de proposition, Magellim et gestionnaire. FNAIM va dire va faire des levées, ça va aller chez un fonds Magellim. Et derrière, on va faire matcher. D'accord. C'est génial. Alors c'est génial, ils n'ont rien inventé. Les Américains l'ont commencé il y a 5 ans avec le NAR, donc le National Association of Realtors, NAR Rich, qui est un fonds d'investissement qui a levé 2,9 milliards de dollars. Donc nous on se dit, on n'est pas plus bête que les Américains. Si eux ont réussi à le faire, on peut le faire. Vas-y, je t'en prie. Et en fait, sauf qu'eux, ils font NAR Rich US, Canada, UK, Australia, New Zealand, tous les English-speaking countries. Donc, il n'y a pas de raison que nous, la French PropTech, donc moi, je discute avec la PropTech en Belgique, qui a la PropTech en Espagne, qui a la PropTech en République tchèque. Il n'y a pas de raison que nous, tu vois, j'ai un copain qui a monté les clubs IMO en Afrique, là, qui est en train de monter les clubs IMO. Les types sont déjà à l'écoute, ils m'attendent, ils me disent, tiens, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, en fait, on peut essaimer. Je ne comprends pas que nous, Français, qui sommes quand même, regarde le château de Versailles, tu vois, on a Jean Nouvel, on a des architectes exceptionnels, on a des boîtes de BTP exceptionnelles, Bouygues, Eiffage, etc. Vinci, on sait gérer des aéroports. On n'est pas fichu de faire des PropTech, on est fichu de faire des PropTech, mais de les financer et de les scaler up, c'est un autre challenge, si tu veux. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de financement. Et ça, il faut qu'on arrive à passer là-dessus, parce qu'on va se faire bouffer. Et les Américains, qui ne sont pas bêtes, ont très bien compris, ils nous observent, ils disent, si vous faites marcher des PropTech avec toutes les régulations que vous avez, parce qu'on est quand même un pays hyper régulé, diagnostic, etc., vos boîtes, elles nous intéressent. Eux, ils sont là, ils sont en première loge, ils regardent, et dès qu'ils peuvent, ils rachètent les boîtes. C'est dommage. Moi, je trouve que si on peut garder de l'emploi, de la créativité en France, plutôt que ça parte aux US, voilà. Donc, vaste débat, super challenge, hyper excitant. Je trouve que c'est là, 2025-2026, ça va être hyper intéressant. C'est un fonds de quel montant? Leur objectif, c'est de lever 15 millions d'euros là, cette année. D'accord. Mais au-delà de ça, c'est rien. Bien sûr, mais c'est tout à fait faisable, ça va très vite. Donc tu vas avoir les petits porteurs, tous leurs adhérents, plus des Galians, des autres. Tu vois, tu as le groupe, on va pas mais genre des groupes Arches qui sont intéressés. Ça peut aller très vite. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens comme avec l'UNIS qui sont intéressés. Aujourd'hui, ça va être un fonds FNAIM au début. On va le laisser démarrer. Après, on va voir si on peut embarquer l'UNIS, la Fédération du BTP. Il faut que ce soit pas que le fonds de la FNAIM. La FNAIM leur a insufflé, mais derrière, il faut que ce soit toutes les fédés du bâtiment. Tout ce qui touche au bâtiment. Ils ont du plombier au promoteur, à l'agent IMO, au gestionnaire. Ils ont tous besoin de se digitaliser, d'outils qui soient simples, abordables, compréhensibles et qui, à eux, leur libèrent du temps et qui donnent une meilleure expérience, une user experience, comme on a dans le logiciel, comme on a dans tous les métiers, si tu veux.
Ah oui, mais moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. On dit souvent que la France est un pays où justement il peut y avoir des subventions pour aider les entrepreneurs, pour tous ces sujets. Bon, nous, dans l'immobilier, là, avec le vestiaire, donc maintenant, on essaie de créer un écosystème aussi avec une agence immobilière. Bon, j'ai contacté différents organismes, agences immobilières. Non, personne, il y a zéro aide, pas de subvention, pas de... Donc c'est vrai que c'est un sujet, je pense, et il y a un retard là-dessus. Moi, j'ai envie de poser la question, que fait la BPI par rapport à ça? La BPI, par exemple, est partenaire de la French PropTech. Ouais. Ils sont... dès que tu demandes des financements, tu vois, donc on est donc dans les adhérents, j'ai l'ICAon IMO, l'ICAon Data maintenant à Marseille, qui a eu toutes les peines, enfin qui a réussi à se faire financer BPI. Maintenant qu'il a des fonds intéressés, potentiellement des fonds, des investisseurs étrangers, la BPI tout d'un coup se dit il commence à réagir parce qu'il a un peu de traction. Tiens, peut-être qu'on voudrait qu'il reste en France. Maintenant, on a monté avec lui notamment le Club of Market, donc qui est aussi une start-up aussi adhérente de la French PropTech, donc je suis associé dans cette start-up-là qui part du constat qu'aujourd'hui, ça coûte très cher toutes les plateformes immobilières, Le Bon Coin, Se Loger. Enfin, on a des budgets, c'est colossal. Cher. C'est plus de 20% du budget de toutes les agences. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, en fait, l'idée, c'est si je peux vendre mon bien off-market avant, déjà, ça fait le côté off, ça tease un peu, ça garde tu appelles tes clients, donc ça te permet d'avoir une liste de clients privilégiés. On est allé discuter avec la BPI. Ils nous disent mais attendez, ils sont alors qu'on sait qu'on a quelque chose qui a un concept qui peut marcher, qui peut fonctionner. Ah non, mais attendez, on va pas. Donc ils sont très longs. On est à Marseille. Non, mais c'est Paris qui décide. Enfin, tu vois, t'as encore, les financeurs sont encore sur Paris. Enfin, ils ont pas. Et on a l'impression qu'ils ont du mal à comprendre l'écosystème PropTech. Donc c'est vraiment, pour moi, ils font pas grand chose. Hein. C'est très compliqué. Non, le financement est vraiment très compliqué aujourd'hui. Avec 15 millions, c'est pas grand chose. Hein. Certains, tu fais rien, mais c'est un début. Tu démarres, exactement. Moi, je trouve que c'est génial qu'ils fassent ça. C'est marrant parce qu'on a eu une visio il y a un mois à peu près avec le bureau de la FNAIM et Loïc Quentin disait, c'était émouvant parce que Loïc disait à Pierre Leroy, Pierre, j'espère que tu comprends que c'est quand même le pire moment pour moi de demander à mes adhérents d'épargner, de mettre leur épargne. Mais il dit, à la fois c'est le pire moment, à la fois c'est inéluctable. Il a compris qu'il devait passer par là pour aider ses adhérents à progresser et à s'outiller mieux que... Voilà, donc en fait, tu vois, on arrive là. Et donc toi, sur l'aspect PropTech, tu as un rôle, donc tu essaies de devenir un ambassadeur, c'est ça, de promouvoir en fait tous les usages qu'on peut faire, et tu investis aussi moi, je suis ambassadeur depuis 4 ans, je suis au bureau, donc moi, je bosse gratuitement pour l'asso. Toutes les demandes d'adhésion m'arrivent sur mon bureau, donc je les vois avec les ambassadeurs, je fédère tous les ambassadeurs au niveau national, donc c'est génial parce que je connais toutes les solutions, tout ce qui se fait en digital dans l'immobilier. Du coup, ça me permet d'être un bêta user pour WeLoge ou pour WeLoge Gestion. Donc là, c'est génial parce que je source pour nos candidats et pour nos consultants énormément de solutions. Je les fais tester. Je leur dis, tiens, vous voulez tester ça. Yes, c'est bien. Ça permet aux startups aussi d'avoir des bêta-testeurs rapidement. Comme moi, j'ai bossé dans le logiciel, ils savent que je vais leur faire des retours. Moi, je fais tout le temps des tickets. Je bosse tout le temps en mode ticketing. Faites des retours. Parce que tu sais, les utilisateurs, ça marche pas. Où est-ce que capture d'écran? Qu'est-ce qui plante? Les développeurs, ils ont besoin de savoir ça. Donc, on fait ça. Après, mon autre activité lucrative plutôt, c'est de faire du conseil. Donc, tu as une PropTech demain, tu me dis Samuel, j'ai besoin que tu m'accompagnes. D'accord. Je vais t'aider à pénétrer le marché des ADB. Je l'ai fait pour Kelvin, par exemple, qui est une PropTech qui a levé l'argent dans tout ce qui est DPE. On est allé adresser tout le marché des administrateurs de biens. On a discuté avec eux. On s'est pris beaucoup de râteaux parce qu'en fait, ils sont en mode t'as pas de lisibilité de la part du gouvernement. Donc en fait, ils sont en mode j'attends le dernier moment. On verra après. Mais voilà, donc je sais. Et après, tu es une PropTech américaine, tu veux venir en Europe ou tu veux aller à l'étranger. Là, c'est ma zone de génie. En 2 minutes, je t'ouvre le marché. Je suis très rapide, très réactif. Donc ça, je sais vraiment faire. Et parfois, donc là, c'est avec ma femme en notre décision, on décide d'investir comme on l'a fait dans le Club of Market. Je suis aussi investisseur dans Homedom. Je ne sais pas si tu as entendu parler, une petite start-up qui est basée à Toulouse. Non, ça fait quoi ça? Elle te permet de voir ton patrimoine immobilier. Et comment ça s'appelle? Homedom. Homedom. Ils sont basés à Toulouse. Donc PropTech, c'est des filles qui ont monté ça. Colline Cinquin, c'est trois nanas qui sont dedans. Et c'est un espèce d'agrégat, ça va agréger tous tes biens immobiliers et tu peux le lier avec ta banque.
L'idée, c'est que ça fonctionne sur l'IMO aujourd'hui, ça peut servir de faire tes quittances, etc., mais ça te voit ton patrimoine. Ça peut te servir pour transmettre ton patrimoine lorsque tu mets les biens de tes parents, puis tu peux voir tout, puis tu peux ouvrir tes fichiers à ton notaire ou à ton CGP, etc., à ton fiscaliste. Et après, ça peut te permettre, l'idée, pour moi à terme, donc c'est encore du dev, hein, mais pareil, c'est des problématiques de levée d'argent, elles rament pour lever de l'argent, elles ont besoin d'argent. Ouais. Message, si vous êtes un investisseur, c'est toujours le même truc, c'est d'ouvrir aussi, tiens, je pourrais l'ouvrir à mon portefeuille bourse, à mon portefeuille crypto, etc., ou l'ouvrir à des partenaires, diagnostiqueurs, etc. Tiens, je veux faire un diagnostic, voilà, tu sais. Voilà. Ouais, il y a plein de choses c'est des autres activités que je peux avoir par ailleurs. Après, je suis sollicité souvent, mais moi, je ne peux pas non plus me diversifier partout. On est aussi investisseur dans l'immobilier, il faut pas tout faire, quoi. Voilà. Et comment tu fais pour dormir ? Moi, je dors suffisamment. On bosse beaucoup, mais après, on a une vie saine, simple. On bosse. On fait passionné par ce que tu fais, tu es curieux, Voilà, moi j'entendais quelqu'un qui disait je vais prendre ma retraite. Moi, je pars souvent du principe que la retraite, c'est pas fait pour moi. Nous, on est. C'est-à-dire c'est pas qu'on s'arrêtera pas de bosser. Tu bosses différemment, tu bosses de manière philanthropique. Tu donnes du temps à d'autres choses, quoi, si tu veux. Oui, bien sûr. Je suis assez aligné avec ça. Je te propose d'avancer un petit peu, de parler un petit peu, d'avoir ton avis sur la réflexion un peu autour de l'immobilier, d'accord, du secteur. Qu'est-ce que tu perçois, toi, comme grande transformation à venir ? Alors, on peut parler d'immobilier, on peut parler peut-être, si tu veux, gestion locative, PropTech, d'accord ? C'est toi qui décides un peu le prisme que tu veux prendre. Quel est ton retour d'expérience là-dessus ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, il faut un grand courage parce qu'on a vraiment un manque de lisibilité de la part du gouvernement. Regarde, la prime Rénov' qui était arrêtée la semaine dernière. Ah non, on n'arrête pas. En fait, on n'a plus de budget. Enfin, même cacophonie au sein du gouvernement. Tu vois que ça s'énerve. Il faut vraiment être courageux et pour investir et pour monter une boîte aujourd'hui dans l'immobilier. Ou alors être vraiment avoir une mission de vie, de dire tiens, je vais transformer. Voilà. Je pense que fondamentalement, c'est important d'investir dans l'immobilier. Fondamentalement, les Français sont très axés. Tu vois, les Allemands ne sont pas aussi propriétaires. Ça peut être pénalisant d'être très propriétaire quand tu dois changer de boulot, changer de ville, etc. Mais néanmoins, on ne va pas changer en 5 minutes, on ne va pas changer en 5 ou 10 ans ou 20 ans. Donc, tu pourras continuer d'investir dans l'immobilier. Et malgré tout, même si on est fiscalisé plus, tu arrives quand même à amortir ton bien et au bout d'un terme à sortir un peu d'argent. Voilà. Donc, et ça ne va pas changer. Oui, tu auras peut-être moins de renta, mais après, il faut se creuser un peu le ciboulot pour essayer de trouver la meilleure renta, les idées, etc. Ça a été un moment les colocations, ça a été un moment le Airbnb, etc. Ce vrai problème de lisibilité, c'est très problématique et c'est très contre-productif. Maintenant, quand tu es start-upper, donc ça c'est particulier, j'ai investi dans l'immo. Particulier, ça peut être aussi, moi j'ai vu des marchands, donc j'étais au MIPIM il y a 2 mois, j'étais avec Stéphane Demillard de l'ICAON, il me dit tiens je te présente un de mes investisseurs. Son investisseur c'est un marchand de biens. Je me dis mais jamais de la vie j'aurais pensé que pour moi les marchands de biens, tu vois, ils étaient vraiment très... entre guillemets des cutéreux de l'immobilier, c'est-à-dire je trouve un terrain très pratico-pratique. Eh bien non, en fait, je me rends compte que ces gens-là, qui viennent peut-être, qui ont peut-être une mauvaise image, entre guillemets, qui ne sont pas peut-être les mal aimés de la profession. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun, on en entend beaucoup parler, et puis on dit, tiens, c'est en faisant des opérations de marchand qu'on s'en sort bien. Mais je me rends compte qu'en fait, ces gens-là sont vraiment des risk-takers et apparaissent comme des bons financeurs du secteur immobilier, et notamment des startups. Pourquoi ? Parce que dans le cas de l'ICAON, ils se disent attends, moi, je n'ai pas de bons outils pour de la data. Cette boîte-là va me fournir mes outils pour la data, pour me sécuriser auprès de ma banque, de voir si le bien que j'achète, est-ce que le secteur il va être bien. Bam, il me sort un rapport, je le donne à ma banque, derrière ma banque me finance. Donc en fait, tiens, je peux acheter, je fais une offre sur cet immeuble. Donc en fait, oui, il y a un manque de lisibilité, mais de toute façon, le monde aujourd'hui, regarde aux États-Unis, Trump est élu, cacophonie. Ils s'engueulent, ils se chamaillent avec Musk, cacophonie à nouveau. Tu vois. Donc, en fait, de tout pays, regarde Alibaba qui tentait Ants, devenir Ants, bam, Jack Ma disparaît, voilà, projet de cotation arrêté. Donc en fait, rien n'est établi. Et ça, les gens qui n'ont pas compris que rien n'est garanti
ad vitam aeternam comme de l'époque de nos parents. Tiens, tu vas bosser à la Poste toute ta vie ou je sais pas quoi, ou à la BNP. C'est fini. Donc en fait, il faut être constamment, pas sur le qui-vive, parce que il y a un petit côté stress, mais qu'est-ce que je vais faire demain pour me renouveler, où est-ce que je vais... Et ça, c'est notre mot d'ordre, nous, chez WeLoge, avec nos consultants en interne et avec nos clients, c'est qu'est-ce que j'apporte pour être meilleur que mes concurrents et qu'est-ce que j'apporte, moi, en interne. Donc, c'est constamment, en tant qu'investisseur immobilier, en tant que créateur de boîte, et ça s'applique à l'IMO, mais à tous les secteurs, c'est comment je me forme, comment je m'améliore. Et c'est ça le mot d'ordre, c'est renouveler constamment. Sur les transformations du secteur, qu'est-ce que tu perçois, toi, sur la transformation à venir? L'IA va... Alors, il y a un grand... tout le monde veut parler d'IA, etc. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'IA? Enfin, moi, je vois beaucoup de boîtes qui candidatent, on fait de l'IA. Qu'est-ce qu'elles utilisent vraiment? Qu'est-ce qu'elles font vraiment? Ça nous permet de gagner vraiment beaucoup de temps, je pense, l'IA. Donc, l'IA... pour moi, les sujets et les points importants, c'est réno énergétique. Là, on ne peut plus rigoler, il faut vraiment y aller dedans. Alors, c'est vrai que les Américains, on dirait, il y a le sommet de l'eau des océans là à Nice, il n'y a pas les Américains. Regarde, les Chinois sont présents. On s'en fout, ils ne sont pas là, tant pis. Moi, je dis c'est une opportunité, les gars. Les Français, on a des bons archis, on a des bons bâtisseurs. Soyons les champions de la réno énergétique. Bâtissons des boîtes là-dedans. Donc, réno énergétique. Qu'est-ce qu'on utilise? Kelvin qui utilise de l'IA pour faire des routines IA avec tu fais une vidéo avec WhatsApp, ils arrivent à te sortir un quasi-audit énergétique. Mais à peu de choses près, quoi. 20% d'erreurs sur les DPE projetés. 100 DPE de base. Donc tu te dis, mais c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'avec la vidéo, tu as une qualité d'image et l'IA bien formée arrive à te dire, tiens, double vitrage, il voit mieux que l'œil. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a eu des erreurs sur des DPE, nous, sur des compromis qu'on avait rédigés. Le diagnostiqueur s'était trompé. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible que le diagnostiqueur se trompe? L'IA ne va pas se tromper. Donc ça va. Réno énergétique, avec de l'IA, tu vois. Digitalisation du métier, c'est comment on va avoir des meilleures solutions pour libérer du temps. Pour les gestionnaires, c'est le débat de tous les jours. Tu m'as posé des questions sur la gestion locative. Moi, mes équipes gestion, je suis constamment derrière leur dos, leur dire, vous n'avez pas rappelé tel client, pas fait ici, pas fait ça. Ils n'ont pas le temps, ils ont par-dessus la tête. Pourquoi? Pas parce qu'ils font rien, mais parce qu'ils sont embourbés par des clients qui sont des boulets, entre guillemets, qui ne savent pas, qui ont besoin qu'on les aide. Donc comment... Moi, j'ai horreur des boîtes où, une fois que tu as signé, tu n'as plus personne au bout du fil, tu n'as qu'un robot. Je pense qu'on peut avoir un peu d'IA, mais derrière, il faut quand même un peu avoir d'humain. Donc, comment l'IA, des bots intelligents, vont t'aider à te renseigner et à libérer du temps pour que derrière, tes adhérents, collaborateurs, appelle-les comme tu veux, soient meilleurs et aient du temps pour de l'humain. Et ça s'adresse à la transaction, à tous les métiers. Donc ça, c'est le point clé. Est-ce qu'on va y arriver? Moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Donc la boîte qui fait ça, qui devient, tu vois, un de nos adhérents, Siana, qui est en train de lancer un copilote immobilier, il va peut-être y arriver. C'est génial, ça. C'est potentiellement révolutionnaire. Donc, il va se plugger sur tes CRM existants avec ton email et à aider à relancer tes clients. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, avec un système de scoring, tout ça, ce genre de choses. Ça, on en parlait aussi. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Après, il y a énormément de choses à faire dans la construction aussi. Tout ce qui est BIM, tout ce qui est... Mais là, il y a les promoteurs, ils sont loin de tout ça. Après, à leur décharge, ils ont gagné beaucoup d'argent sans trop se casser la nénette pendant des années. Donc, quelque part, je suis un peu dur, mais cette crise, ça leur fait du bien, il va falloir se réinventer. Donc, faut se réinventer. Enfin, moi, je dis, alors c'est pas marrant, les crises, c'est dur, mais c'est le moment de se réinventer et de devenir meilleur et d'aller chercher pour presser le meilleur jus de ce qu'on peut avoir pour donner à nos clients le meilleur service. À méditer. Alors tu sais, nous, le podcast, on l'appelle le vestiaire parce qu'il y a toute une analogie autour notamment du sport. Souvent, dans un vestiaire, moi j'ai vécu ça au rugby, on a des moments, des phrases qui nous marquent. Est-ce que toi, tu as vécu ça, un moment particulier, professionnel, qui t'a marqué, qui t'a forgé, qui t'a construit aussi certainement en tant qu'entrepreneur, et que tu pourrais nous raconter?
Ouais, moi j'ai une phrase quand tu m'as posé, que j'utilise souvent, c'est aimer est un verbe d'action. Mhm. J'ai appris ça avec un de mes coachs. Et en fait, on t'apprend pas ça. Moi, j'ai une éducation catho, où, le mariage, les trucs. Et en fait, aimer est un verbe d'action. Donc rien n'est jamais acquis, que ce soit avec ta femme, que ce soit avec tes enfants, que ce soit. Donc ça, c'est un. Enfin, je suis très fier parce que mon fils là, qui vit avec nous en Espagne, il est tout le temps en train d'offrir des fleurs, plein d'attention avec sa copine, tu vois. Donc, je pense qu'il a bien compris. Et il me le répète tout le temps. Il me dit, papa, tu disais toujours ça, tu nous as appris ça, tu vois, c'est important. Il répète ça souvent. Ah ouais. Et en fait, pour moi, c'est hyper important. C'est toujours, rien n'est acquis. Et ça s'applique à ton couple, à tes enfants, mais ça s'applique aussi à ta boîte, quoi. Enfin, aimer. Donc, c'est tout le temps se remettre en question et vraiment savoir que entre guillemets, rien n'est acquis, que tu dors pas sur tes lauriers, entre guillemets. Il n'y a pas un moment particulier Ah bah ça c'est qui pourrait illustrer ça. Moi, je sais que nous, on entreprend. Tout le monde aujourd'hui va entreprendre. En fait, tu entreprends, c'est quand même c'est compliqué. Tu passes par tous les... c'est difficile. C'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, mais moi, des moments où j'étais au bord du fil, enfin, tu as une anecdote, tu veux ça, c'est ça, tu veux? Ouais, c'était un moment que tu peux Ah bah le partager. moment où j'étais... quand on a ouvert notre agence, franchisée, vitrine, donc moi, première fois que j'ai une boutique, moi j'ai toujours été en B2B, tu vois. Ma femme qui veut l'ouvrir, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'accoucher. Le jour premier compromis, on dit tu vas rédiger les compromis. Moi, je suis comme ça, Incroyable. malaise, et ma femme est à l'hosto en train d'accoucher. Je me dis merde. Et premier compromis, on avait mis. Et en fait, tu te franchises, tu mets une certaine somme. Et en fait, c'est pas, on te dit, il faut 30 000 euros pour ouvrir ton agence, mais c'est 130 000 qu'il faut. Donc tu mets situation difficile, tu démarres, post Lehman, tu ouvres ton agence et tu te retrouves dans un cas difficile. J'ai été tétanisé, ma femme à l'hôpital, et je dois rédiger un compromis pour nos premiers clients, notre première offre. Et, voilà. Et là, j'étais... bon, on l'a fait, on a réussi, ça va, on s'est passé, mais j'étais dans un état... est-ce qu'elle va accoucher? Donc, bon, les clients étaient au courant. Hein. Bon, allez, on fait le compromis. Puis j'avais peur de me tromper, quoi. Tu sais. Après, les compromis, maintenant, on en fait bien sûr. 10 par mois, c'est comme une lettre à la poste. Mais au début, tu as ce côté... après, tu prends du plaisir, tu es un peu comme c'est une pièce de théâtre. Mais au début, je peux te dire, c'était... voilà, donc ça, c'était une histoire... quand j'y repense, à chaque fois, ça me fait sourire. Parce que, et voilà, mais c'était... Après, il faut juste que ça passe. Et après, c'est quoi qui te plaît le plus au quotidien? Qu'est-ce que j'aime, moi? Ce que j'aime beaucoup, alors au quotidien, c'est que dans ce métier-là, toutes les journées sont différentes. Ce qui me plaît dans mon métier au sens plus large, c'est l'accompagnement qu'on a avec pas l'accompagnement, les transformations, si tu veux, de voir notamment recruter des WeLogeurs qui sont pour la plupart des reconversions, qui viennent souvent de métiers où ils n'étaient pas considérés, pas bienveillants, pas payés à hauteur de ce qu'ils voulaient ou de ce qu'ils mettaient. Et en fait, qui au bout d'1, 2, 3 ans, on sait que c'est les 3 premières années qui sont les plus dures dans l'immobilier, au bout de 3 ans, arrive à, je prends le cas de Sébastien, qui lui a été steward sur les TGV dans la SNCF. Il devait gagner 1500, 1600 euros, peut-être 100 euros de com par mois, de prime, tu vois, dans les meilleurs mois. Zéro considération. En fait, à la fin, tu as fait ton TGV, tu arrives... on s'en fiche, quoi. Parce que... Zéro épanouissement, zéro bienveillance. Son avenir, c'est quoi? Tu deviens un chef steward, rien du tout. il pouvait faire grève. Il adorait l'IMO. Il aimait pas l'image des agents immobiliers, si tu veux. Il nous a rencontrés. Et là, depuis 4 ans qu'il est là, non, 6 ans, pardon, qu'il est là, je dis des bêtises, il va me tuer. Il doit gagner entre 4, 5, 6 000 par mois, si tu veux. Et il a pu s'acheter... Alors, son rêve, c'est s'acheter une maison. Il s'est acheté une maison. Il est heureux. Il s'éclate. Et il fait un métier qui lui plaît. Et ça, Wendy, on était tout à l'heure en visio avec Wendy, qui a embarqué son copain Robin. Ils sont beaux tous les deux. Ils sont heureux. Elle s'éclate. Là, elle a vendu une maison à 1,5 million, je ne sais pas quoi le mois dernier. Elle te vend des petits appartements, des maisons. Elle s'éclate. Elle a une super équipe. Teddy, qui lui était directeur adjoint à la Caisse d'épargne à Marseille, qui a bougé de Marseille vers Biarritz, sur la côte basque. Il est
à Sobus, tu vois. Ouais, je connais. Ouais, bon, tu connais, Je voilà. suis de Pau. Bah voilà. Je connais- Donc je connais voilà, tout à ça. Sobus, et lui, il a monté son association de commerçants. Donc il quitte un job de salarié où toute sa voix était écrite, mais en fait, il se faisait suer. La banque, c'était plus son truc. Et là, il s'éclate. Et pareil, il gagne super bien sa vie. Et ça, et tu sens qu'ils se sont... Et alors, nous, on les forme vraiment... on a cette conviction qu'aujourd'hui, comme le métier est difficile, tu dois avoir... il faut avoir la valeur ajoutée. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, donc il faut très fort personal branding. Donc, on est très orienté digital. On les forme et tu sens qu'ils sont hyper à l'aise en vidéo, sur des posts. Enfin, ils communiquent bien. Et tu sens leur... tu vois, même physiquement, ils prennent de l'ampleur, ils s'ouvrent. Alors qu'au début, ils étaient tout terrorisés, tétanisés devant la caméra. Et ça fait plaisir, tu vois. Et tu sens un épanouissement. Et ça, pour moi, c'est un plaisir. Voilà. Donc ça, enfin, pour moi, pour nous, ma femme et moi, enfin, on est vraiment... Ça nous fait plaisir, tout ça. Et c'est quoi qui t'embête le plus? Au quotidien, c'est le côté tout l'administratif. Moi, c'est un truc qui me saoule. On a un métier où vraiment on fait trop d'administratif. Ça, c'est vraiment agaçant. Même nous, trouver des solutions, sous-traiter, enfin, tu vois, même en faisant tout ça, tu as encore de l'administratif. Et ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Ouais. Après, that's life, hein, Ça fait partie, je sais pas si ça fait tu peux partie. pas le mettre à zéro, quoi. Tu es obligé quand même de contrôler certains accès à des comptes bancaires, des trucs. Enfin, tu peux sous-traiter pas mal de choses, mais il y a quand même des choses que tu dois regarder. Disons que peut-être en France, il y a plus d'administratifs qu'ailleurs. C'est quelque chose aussi à méditer. On termine avec quelques questions supplémentaires. On parlait des PropTech. Ouais. Tu pourrais nous donner 3 PropTech aujourd'hui essentiels à connaître pour tous les gens qui travaillent dans l'immobilier? Moi, je dirais Lycaon, avec qui je bosse régulièrement, Stéphane Demillard, super boîte Lycaon Data, qui te fait de la data assez précise. On fait des interviews tous les mois sur le marché IMO, hyper intéressant. Siana, avec qui je suis là, avec qui on va aller demain, qui exposera demain, qui est une start-up qui va se plugger qui est un copilote immobilier. Est-ce qu'ils vont exploser ou exploser au sans-vol? On n'en sait rien. Moi, je pense que c'est hyper audacieux. Valentin, il vient du logiciel. Enfin, il est bien câblé. C'est une belle boîte, quoi. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, j'en ai tellement de PropTech que là, tu me prends un peu de cours. Il y en a plein. Enfin, Club of Market. Ouais. Club of Market, pour moi, si on arrive à faire en sorte que le budget, là, ils vont me détester, Se Loger Le Bon Coin, des agences réduisent grâce à cette app, c'est gagné. Ouais. C'est génial. Franchement, là, c'est un super challenge, tu vois. Là, réduire ton budget de ton agence, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois que Le Bon Coin a augmenté de 30% les budgets en début d'année, comme ça, hein, fonds d'investissement, fonds de retraite, pension américain qui devient actionnaire majoritaire. Tiens, la France, là, on voit sur un tableur Excel, on peut augmenter les chiffres. Voilà. Oui, mais tu vas en parler à Florent après. Parce que justement, nous, Se Loger, tout ça, c'est vrai que c'est très, très cher en termes d'investissement. Ouais. Justement, nous, tu sais, on est beaucoup axé aussi sur l'investissement, tout ça. On trouve que l'immobilier, justement, là-dessus, il faut éveiller aussi un peu les consciences. Si tu avais 1 million d'euros à dépenser dans l'immobilier, comment tu t'y prendrais? C'est pas beaucoup, 1 million d'euros. Pas beaucoup. Alors on peut dire 10 millions. Si tu veux aller 10 millions. Si tu veux, on peut dire 10 millions. Si tu avais 10 millions, c'est vrai qu'en région parisienne, ça va très vite. Si tu avais 10 millions, comment tu t'y prendrais? Dans de l'immobilier oui. Matériel ou des startups immobiliers? Ah, c'est une très bonne. Est-ce que je peux panacher? Est-ce que je peux panacher? Très très bonne question. Tu peux panacher. Bah, je dirais, allez, hop, on panache dans les deux. On fait un peu d'IMO. Alors. J'investirais en IMO mûr, pas forcément à Paris, parce que y a toutes ces histoires d'Airbnb, mais proche parisien, je ferais des OP de marchands, là où il y a des lignes de transport en commun. Moi, tu prends les lignes qui arrivent, le Grand Paris. Je me garderais quelque chose quand même pour moi. Après, la problématique, c'est comment je peux le mettre en Airbnb. Il ne faut pas que la ville me change pour pouvoir, quand je reviens sur Paris, tu vois, pour avoir voilà. Et j'irai voir des villes où il y a du potentiel en France. Premier point. Et est-ce que j'achèterais comme fait Harmony Homes, qui va être demain, je participerai sur un truc genre Harmony à faire une résidence ça peut être intéressant aussi, tu vois. Ça, c'est une diversification qui est intéressante. Point d'interrogation, je dis pas non. Donc ça, c'est mon IMO. Et puis les opérations de marchand vont me donner de l'effet de levier, donc mes 5 vont devenir rapidement 10, etc. Premier point.
Après, mes startups, j'irai voir, je ferai mon market dans la PropTech, j'irai voir les startups une à une pour voir lesquelles ont du potentiel. Promo, j'irai voir dans la promo parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Transactions immobilières, il y a des choses à faire. ADB, gestion, il y a des choses à faire. Enfin, tu vois, par secteur, j'irai voir les boîtes qui ont du potentiel et je mettrai des tickets dans des boîtes. Business Angel. Ouais. Alors, si c'est moi qui le fais, moi je le fais en accompagnant les boîtes. Aujourd'hui, moi je veux un siège dans les boîtes pour être présent, pour être, tu vois, Club of Market, on se fait des codires chaque semaine. On est aussi acteur, nous, dès qu'on a quelqu'un, on envoie les messages. Et parce que ça me plaît, et parce que je veux voir où ça va. Parce que de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, tu tâtonnes, tu vois, tu es obligé de refaire. C'est du marketing, donc tu es obligé de constamment. Tu itères. Tu itères, voilà, A, B, etc. Voilà. Donc je ferai ça. Et je pense que dans les PropTech, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Faut le faire. Mais faut la mise de départ. Ça, c'est toujours pareil aussi un peu au niveau immobilier. L'IMO, l'effet de levier, tu peux l'avoir assez rapidement. Oui. Voilà. Puis tu démarres avec 10 000, puis ils deviennent 100 000, puis etc. Mais il faut être... voilà. Tu as raison. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder en particulier qui te tiennent à cœur? Tu m'avais parlé ma dernière phrase, tu m'avais demandé si j'avais des idées de podcasts, de livres. Ou, des ressources, bien sûr. Et de ressources. Et quand je te dis les 10 000 deviennent 100 000, etc., moi, il y a un livre qui est hyper important, qu'il faut tous que vous lisiez, qui est de Darren Hardy, qui s'appelle L'effet cumulé, The Compound Effect. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je connais, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Petit pas, en fait. C'est, voilà, tu vas petit pas après petit pas, l'effet cumulé. Donc, je fais un peu d'IMO, voilà. Mais chaque jour, je fais. Et nous, on est très adeptes du fait vaut mieux que parfait. C'est-à-dire que c'est quand le meilleur moment, c'est maintenant. Je me lance. Tu m'as dit tout à l'heure, on aura bientôt des vidéos, mais tu n'as pas attendu d'avoir tes vidéos pour... ah non, je ne fais pas mon podcast parce que je n'ai pas mes vidéos. J'y vais, je démarre, je me lance, et après on verra. Et après, on achètera nos caméras plus tard. Bien sûr, je n'ai pas attendu d'avoir le dernier iPhone, parce que souvent aussi on nous dit ça. Là-dessus, où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir des informations sur tous tes business? On me trouve facilement sur LinkedIn, sur Insta, les deux où je suis hyper réactif l'un et l'autre. Insta, c'est un peu plus déconne, un peu de tout, plus du business. Et LinkedIn, je suis hyper actif. Après, sur LinkedIn, après, on m'envoie un message. Et sur WhatsApp, visiblement, puisqu'après, j'ai même des bailleurs qui me retrouvent sur WhatsApp. Ils vont me trouver sur Google et on a mon WhatsApp. Voyez, donc, on me trouve très facilement. Ah non, on t'avait détecté avec, bien sûr, notre classement, tu sais, sur les influenceurs. C'est vrai, merci. Effectivement, j'étais le premier surpris. Je me suis dit, mais... Non, mais j'avais vu aussi que tu avais collaboré avec quand même des personnes un peu dans la place, un peu sur la com et tout ça, que je connais de près ou de loin. Tu as récolté, tu as planté, tu as récolté. Ouais. Bon, en tout cas, Samuel, je te remercie beaucoup pour cet échange. Très bienveillant aussi, avec, je pense, pas mal de clairvoyance aussi sur ces sujets. Je te dis à bientôt et pourquoi pas avec le vestiaire. Yes, merci à toi. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet